Pendant les vacances de Pâques 1963, 23 000 enfants de mineurs vont quitter leur coron pour échapper aux privations engendrées par la plus longue grève jamais menée par les travailleurs du charbon. Ce conflit, soutenu par une solidarité exceptionnelle des Français, a provoqué le plus grand déplacement volontaire d'enfants du XXe siècle. Dès le départ, les anciens nous disaient « ça va être long et dur ». 4 semaines plus tôt, le 1er mars, les Gueules Noires ont entamé la grève la plus massive de leur histoire. Ils réclament une augmentation de salaire, une 4e semaine de congés payés et 40 heures de travail au lieu de 48 de labeur. En 63, les mineurs, c'était le phare, quoi. Les gars sur qui on peut compter. Et ça, bon, on aurait été aussi très reconnaissants. Les revendications de ces héros de la nation, qui ont permis parfois au péril de leur vie la reconstruction du pays, sont d'autant plus légitimes que plusieurs autres corporations les ont déjà obtenues. Pourtant, De Gaulle refuse d'accéder aux requêtes des mineurs et il ordonne même leur réquisition. Ils ont transformé ça en grève totale qu'à la suite de la menace de la réquisition. Et là, l'ensemble des mineurs de fond ont décidé l'arrêt total. Au lieu de se soumettre et de redescendre à la fosse, tous les bassins miniers engagent un bras de fer avec le gouvernement. Pour la première fois, les syndicats FO, CFTC et CGT unis mènent une bataille qui va durer au-delà de 35 jours. Les mineurs, c'était des personnes qui travaillaient beaucoup, qui avaient un travail très dur. L'énergie venait surtout... Économiquement, oui. Oui, venait surtout du charbon. Il fallait les soutenir, les mineurs. L'injustice qui frappe les travailleurs du charbon indigne les Français. Le pays tout entier se porte solidaire de cette corporation menacée. De tous les milieux, de toutes les régions et même de l'étranger, les dons d'argent et de nourriture affluent dans des proportions jamais vues. Et, pour protéger les enfants de mineurs des affres de l'un des hivers les plus froids du siècle, partout en France, des foyers inconnus se portent volontaires. 23 000 gamins vont être choyés durant toutes les vacances de Pâques. On partait pas le cœur léger comme quand on partait au centre aéré ou en colonie, quoi. Le départ de la maison m'a fait pleurer, je pense, tout le parcours. Déjà, la vie difficile qu'on avait, on ne pouvait pas trouver pire ailleurs. Ces 15 jours, pour moi, c'est vraiment une parenthèse qui m'a beaucoup marqué. C'était la première fois que je quittais ma famille et que je partais dans l'inconnu, en fin de compte. Ils ont quitté leur famille et vécu un moment inoubliable. 5 d'entre eux vont nous raconter cette épopée sociale et retrouver les familles d'accueil qui ont marqué leur vie. Dès le début du conflit, les 100 000 familles de grévistes du Nord-Pas-de-Calais commencent à vivre à crédit. En ce rude hiver 63, les parents de Patrick n'ont plus de charbon de la mine pour se chauffer. Mon père était mineur, ici à Vieux-Condé, et à cause de la grève. Papa, les 3 quarts du temps, il n'avait pas travaillé, il ne gagnait pas beaucoup. Il y a des moments où on ne mangeait pas beaucoup, il fallait faire attention à tout, quoi. Et bien naturellement, on a été aidé aussi par la mairie, avec les bons d'alimentation que ma mère pouvait avoir. Enfin, permettait à un moment d'avoir du pain, du lait, des pommes de terre, du gaz à ce moment-là. Enfin, on essayait de ne pas y penser, les difficultés, quelquefois on essayait d'oublier, mais bon... Dans le plus gros bassin minier de France, la solidarité des Français va se manifester dès la 2e semaine de grève.
Avec l'enthousiasme de ses 17 ans, Martial Ansart se consacre à la distribution de l'aide alimentaire. Alors la nourriture venait de partout en France, de Belgique. Il y en a eu un peu d'Angleterre aussi. Et d'ailleurs, nous, c'était surtout les pommes de terre et le poisson par les marins boulonnais. Il y avait de la viande aussi. Pas beaucoup, mais il y a eu de la viande. Puis après, les fermiers locaux, tout ça, tout le monde nous soutenait. L'intersyndicale vous informe qu'à 14h, il y aura une distribution de poissons, place de la mairie. Nous en profitons pour remercier nos camarades. Et on annonçait dans toutes les cités. On demandait aux gens de venir à telle heure, place de la mairie, à Hersin-Compagnie, où la distribution avait lieu par les responsables syndicaux surtout. Les scènes de distribution se multiplient dans le pays. Ici du pain, là du lait ou des légumes. Par convoi entier, les mineurs prennent aussi la route pour collecter des fonds. Direction la capitale et les grandes agglomérations. Martial se rend en banlieue parisienne. Alors, nous sommes partis d'Hersin-Compagnie en autobus pour aller à Nanterre faire l'enquête. Arrivé là-bas, nous avons eu un formidable accueil. Formidable accueil. On était logés dans un gymnase et totalement pris en charge. C'est-à-dire que chaque mineur avait un accompagnateur. Mon père n'aimait pas l'église. Et il a été désigné pour aller faire l'enquête à la sortie de la messe. Alors, inutile de vous dire que tous les copains l'ont bien charrié avec ça, surtout lorsqu'ils ont su que le premier à lui mettre de l'argent dans le tronc, et le curé en sortant, il lui a mis de l'argent, on disait « Tenez mon brave, et bon courage !» Dans les quartiers populaires ou les familles bourgeoises, dans la rue ou les restaurants chics, les Français font preuve d'une générosité exceptionnelle. 27 millions de francs, soit près de 4 millions d'euros sont collectés. Du jamais vu dans l'histoire d'une grève. Le gouvernement nous fait le chantage de la faim. Si nous n'avons pas accepté le chantage à la réquisition le 3 mars, ce n'est pas celui à la faim que nous accepterons aujourd'hui. À la 3e semaine de grève, les dons ne suffisent plus à soutenir les 180 000 familles de mineurs, car le gouvernement de Pompidou ne cède toujours pas. Le souvenir des affrontements meurtriers de la grève de 1948 hante encore les corons. Il faut mettre les enfants à l'abri, loin des privations, mais aussi des risques de débordement. Les Français vont répondre massivement à l'appel des organisations laïques ou religieuses pour accueillir dans leur foyer les enfants de mineurs. Au début des vacances de Pâques, 12 000 enfants de la région Nord-Pas-de-Calais quittent leur famille. Pour Patrick, 8 ans, et ses 2 frères, Philippe, 5 ans, Michel, 4 ans, c'est le début d'une grande aventure qu'ils n'ont pas choisie. Maman elle m'a dit, écoute, tu vas sûrement passer quelques jours en vacances, tu seras là bien. Et nous, on était bien contents, on allait en vacances. C'était la première fois qu'on partait. Quand on est arrivé à la mairie du Condé, quand on a aperçu les autobus, il y en a eu plusieurs, les autobus en 4, 5 au moins. Tout de suite, on a compris que c'était le départ, quoi. Mais quand on voyait maman rester là et nous qu'on s'en allait, ça fait quand même bizarre, quoi. Elle nous faisait signe, mais bon, ça lui faisait du mal aussi, quoi. Voir les enfants partir à l'âge qu'on avait, c'est dur. Puis après, quand on est parti, bon, c'est tout. C'était encore l'amusement, la joie, et puis hop, avec les copains, on rigolait, on chantait, on s'amusait, là. Ah oui. Dans le bassin stéphanois, où près de 8000 mineurs ont cessé le travail, la famille Mounier doit se résoudre à laisser partir l'un de ses 3 enfants.
Les 2 derniers sont trop jeunes. Seul le départ de Josiane, l'aînée de 6 ans, peut soulager la famille. Je faisais en sorte, si vous voulez, moi de manger une botte de terre cuite à l'eau et de laisser un morceau de viande à mes enfants et à mon mari surtout. Avec mon mari, on s'est consulté et puis donc il m'a dit « Tu veux la faire partir ?» Je lui ai dit « Écoute, si tu veux, pourquoi pas ?» Alors finalement, elle est partie, voilà. Mais vous avez hésité à dire oui, maman? Hein? Vous avez hésité à dire oui ou il a... Ah ben un petit peu. On a un petit peu hésité parce qu'on ne savait pas où elle partait. Enfin, elle était très contente de partir, on l'a laissée partir. Et puis on a dit, on verra bien, quoi. Tant pis pour toi. On verra si elle revient. La petite Josiane va être accueillie près de Roanne, chez une institutrice et son mari marchand de tissus. Dès l'appel à la solidarité, le commerçant, père de jumeaux, se démène avec ses propres moyens pour convoyer les enfants de mineurs de sa région. Alors d'abord, c'était 2 militants. 2 militants politiques, sociaux, engagés dans la vie locale. Et puis ma mère avait souffert quand même dans son enfance, donc elle était sensible à ceux qui pourraient avoir besoin d'aide. Voilà, ça commence déjà comme ça, l'histoire. Papa, il était engagé, il faut le dire, dans la résistance, puis au PC pendant un moment. Mes parents, ils étaient à l'Amicale laïque, qui a organisé plein d'activités dans la petite commune de Cours-la-Ville. Et c'est par ce biais-là, d'ailleurs, qu'ils ont été informés de cet appel à la solidarité. Mon père, qui avait l'habitude de prendre son combi Volkswagen et de mettre 2 banquettes pour aller faire les vendanges dans le Beaujolais, a mis les 2 banquettes et est allé chercher des enfants de mineurs de Saint-Étienne et les a posés dans les maisons des gens qui s'étaient portés volontaires. Là, on reconnaît bien mon père. Il n'aurait pas dit « nous, on en prend un et puis on laisse le voyage s'organiser ». Il a voulu faire lui-même, avec son petit Volkswagen et ses banquettes. Ça, c'est tout mon père. Le 4 avril 1963, au volant de sa camionnette aménagée, Monsieur Mattray entame sa tournée de ramassage en direction de Saint-Étienne. Premier arrêt chez les Mouniers, tout juste prévenu la veille de son arrivée. C'est M. Mattray qui est venu avec Volkswagen, donc quelque chose comme ça. Un combi. Hein? Un combi. Donc il arrive, il sonne et je vais Eh ben chercher oui, on va Josiane. ouvrir et il dit c'est moi qui viens chercher votre fille. Non, mais tu avais été prévenu la veille quand même. C'est pas arrivé comme ça à l'improviste, tu avais été prévenu la veille par une personne. Eh ben oui. Dès le lendemain de son départ, la maman de Josiane écrit à Madame Mattray. Madame, je m'excuse d'avoir mis dans le petit sac de Josiane de vilaines pantoufles, car la personne est venue me prévenir que Josiane pouvait partir qu'à 7 heures du soir, et le matin, j'avais le cafard de la voir partir. Le cafard, oui. Le blues. Le blues, hein. C'est peut-être pas si facile que ça, non. Quand les enfants ils partent, c'est jamais facile. Je sais même pas si j'ai bien réalisé en fin de compte que je partais, quoi. Que je partais pour plusieurs jours, parce que ce qu'on m'a expliqué, a priori, ça s'est fait relativement vite, hein, d'après ce que disait maman. Ce matin-là, sur une route du département de la Loire, la petite fille se dirige vers un foyer inconnu. Mais en chemin, elle va se débrouiller pour rester avec Monsieur Mattray. On était à plusieurs dans le véhicule de Monsieur Mattray. Donc il a fait plusieurs déposes d'enfants en cours de route. Et la famille qui devait m'accueillir, je n'ai pas voulu y rester parce que je voulais rester avec Monsieur Mattray. Il y avait des attaches qui s'étaient déjà plus ou moins créées. Je me souviens bien de la maison, oui. Et tout de suite, on m'a montré la chambre où se trouvaient les jumeaux qui étaient en train de dormir bien tranquillement. Josiane ne sait pas encore que débute une longue amitié qui la ramènera souvent dans la famille de Jean-Noël et Pascal. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Bon voyage. Impeccable. Bon voyage, oui. Eh ben, le souvenir principal, c'est celui que rappelle Josiane, c'est-à-dire que mon père disant « Mais moi, j'ai rien choisi. C'est elle qui m'a choisi, qui m'a pas lâché depuis le début. Donc,
c'est elle qui a choisi notre famille. Voilà, donc nous, on s'est toujours fait à l'idée que c'était ça, que le choix s'était fait entre Josiane et mon père. Ah oui, c'est vrai. Hein. Le fait de ne pas vouloir rester dans une autre famille, quoi. Je veux dire, c'est la première personne que j'ai vue, que j'ai rencontrée. Un arrachement dans la journée, 2, ça fait peut-être beaucoup. Voilà, Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Tout à fait. Je me rappelle, le soir, je faisais semblant de dormir pour que M. Mattret puisse me porter jusqu'au 4e étage parce que je voulais qu'il être dans ses bras. Quoi. Ah oui? Ah ouais, mais ça, je me rappelle bien. Hein. Et puis, arrivé au 4e, et ben, les yeux comme ça. J'avais gagné. Quoi. J'avais gagné. À 300 km de Saint-Étienne, dans le sud-ouest, se trouvent les mines de Carmaux, la cité ouvrière de Jean Jaurès. Ce bastion socialiste est lui aussi paralysé depuis 4 semaines. Roberto Sestari, arrivé d'Italie 15 ans plus tôt, est l'un des 2700 mineurs en grève depuis le premier jour. Pendant la grève, on ne descendait pas. Hein. On avait des réunions syndicales, on allait discuter. On a été faire des quêtes à Albi, là, en faisant un défilé. On était tous les mineurs, et on était 2 ou 3 devant, avec un drapeau, le drapeau français qu'on tenait de chaque côté. Et les gens ils nous donnaient. Tout ça, ça allait au syndicat. Et eux, ils partageaient après, ils donnaient. Ils nous avaient donné même les vignerons de l'Hérault, là, ils avaient envoyé du vin. On avait été là chercher du vin, là. On avait 5 ou 6 litres chacun, je ne sais pas, on allait tous avec les bidons, on allait chercher le vin. Le secours populaire aussi, ils nous donnaient des pommes, donnaient des trucs, même du pain, je crois qu'ils donnaient, je ne me rappelle pas bien. Hein. Il y avait toujours les allocations et la belle-mère qui nous... On avait un peu d'économie quand même. Et à la fin, on s'est trouvé sans rien, quoi. Malgré la grève, Lynn et Robert ont l'insouciance de leur enfance. Ah, on est chez nous. Pas belle la vie, là. Je vais grimper, là, même encore, toi. Hop, grimpe. Ils n'imaginent pas la peur des privations qui obsède leurs parents. Roberto et sa femme Clara ont 7 bouches à nourrir. Alors, quand le comité local de grève leur propose de protéger leurs 3 aînés, ils n'hésitent pas bien longtemps. Non, je le fais, le café. Allez, papa, viens. C'est bien, papa. Le café dans la cafetière italienne, on n'a pas changé la mode ici. On faisait confiance quand même aux gens qui s'en occupaient, là, les syndicats, quoi. Ils nous avaient dit, ils vont à des endroits sûrs. C'est des gens qui vraiment, ils sont bien, quoi. Ils se sont proposés de prendre des gosses, voilà. Et notre réaction, tu te souviens de notre réaction? On n'a rien dit, on était contents. Toi, tu n'es pas trop fier. Ah, moi, je n'aimais pas partir. Ouais. Et lui et Marie-Josée, ça va. Vous partiez par nécessité, quoi. Voilà. On était vraiment embêtés. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de sous, quoi. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de sous. Et je pense que ça, l'avouer aux enfants, ça devait être compliqué. Et à la fois, ça a dû les motiver après pour continuer à revendiquer et le fait d'avoir senti cette solidarité régionale, je pense que ça a dû les renforcer dans leur conviction de continuer, on n'est pas seul. Ça nous a aidé à tenir davantage le coup, quoi. Il y avait bien un peu d'économie, mais pas grand-chose. Hein. Le 4 avril 63, plus de 500 enfants s'apprêtent à quitter Carmaux. Certains vont faire connaissance avec des familles de la Haute-Garonne, de l'Aude ou de l'Aveyron. D'autres, comme Lynn, Robert et leur sœur aînée, vont se rendre jusqu'à Agen, dans le Lot-et-Garonne. De mémoire, il me semble qu'il y avait plusieurs bus, c'était sur la place de la mairie. Et la chose qui me revient un petit peu en mémoire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde autour des bus, quoi. Pas seulement nos parents. Et là, il me semble qu'il y avait beaucoup de monde et c'était cette ambiance un petit peu
prenante qui régnait, parce que bon, il s'est passé quelque chose, c'était quand même quelque chose d'un petit peu de spécial, qu'on n'avait pas, mais nous on ne comprenait pas trop, mais bon, on se disait, il se passe quand même quelque chose. Moi j'étais plus petite, donc je me souviens que ma maman au départ m'avait donné une orange, que j'avais mis dans mon sac et j'ai pas voulu la toucher tout le séjour, quoi. On savait qu'on allait dans des familles, donc aller dans d'autres familles que la nôtre, c'était un petit peu compliqué, interrogatif pour nous, hein. Pas compliqué, mais on se disait... Comment on va être accueilli, qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir vivre, est-ce qu'on va pouvoir discuter avec les gens si on est malheureux le soir, voir tomber la nuit. Moi la nuit j'en avais peur avant, alors la nuit. Oui, tu dormais avec la lumière. Je dormais avec la lumière, je me disais est-ce que je vais pouvoir faire tout ça comme à la maison. Je pense que j'ai dû me poser plein de questions. Alors que certains enfants quittent pour la première fois leur famille avec angoisse, leurs parents, galvanisés par la solidarité des Français, défilent en masse. Le 29 mars, 10 000 grévistes manifestent dans le bassin minier de Lorraine. Près de 80 000 d'entre eux battent le pavé à Lens. À la fin de la 4e semaine de grève, libérées de leurs enfants, les femmes de mineurs rejoignent massivement le mouvement. La majorité de leurs gamins sont accueillis avec enthousiasme en région parisienne. Dans la banlieue sud de la capitale, les mairies communistes ont mobilisé de gros moyens pour recevoir chacune des centaines de filles et fils de mineurs. Début avril, Robert Gerbert, élu du Parti communiste de Malakoff, a dépêché 5 bus dans le Nord pour convoyer 207 enfants. Avoir des municipalités ouvrières, c'était le soutien aux luttes. Bon, c'est clair que dans une mairie communiste à cette époque-là, tout est à disposition quand il y a un grand mouvement populaire. Transporter des enfants, on le fait tout le temps. Du point de vue de l'organisation, c'est quasiment rien, ça. Patrick, parti de Vieux-Condé, dans le Nord, voyage dans l'un des 5 autocars de Malakoff. Il va bientôt découvrir sa famille d'accueil. Quand on est arrivé sur Paris, pour nous, c'était grand, c'était énorme, on n'avait jamais vu ça déjà, premièrement. C'était même beau, c'était magnifique, il y avait des grands monuments qu'on ne connaissait pas. Tout le monde voulait un enfant, en fait. Et il y en a eu environ 200, je crois, mais il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Il s'est présenté beaucoup plus de personnes pour prendre des enfants qu'il n'y avait d'enfants à prendre. À Malakoff, parmi toutes les familles volontaires choisies, il y a celle de Fabienne Gougy. On peut considérer qu'on est une des vieilles familles de Malakoff. Mon père était photographer au Journal d'Humanité et ma mère était plutôt femme au foyer puisqu'elle nous a élevés. Pour arrondir les fins de mois, elle vendait du poisson dans les halles de Malakoff, marché. Avec sa maman, la fillette de 8 ans attend avec impatience son petit mineur devant une école de la ville. Ce sera Patrick. T'as pas de voix? Je vais en avoir pour 2 alors. C'est longtemps. Mon Dieu, mon Dieu. Et voilà. 55 ans. 55 ans, ouais. Je suis pas venu par ici, Malakoff. Ouais, t'es pas venu par ici depuis 55 ans. C'est là que t'allais me marier, tu te rappelles? Vous le dites. C'est fou, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. J'en ai les larmes aux yeux, c'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai jamais oublié, jamais. Moi non plus, hein. Mon Dieu. Et ça a duré que 15 jours, mais dans ma tête d'enfant, c'était long. C'est vrai. Oh, hein, toi aussi? C'est incroyable. Moi, je me souviens, je tenais la main de ma mère, puis on écoutait
la liste des enfants. Oui, parce qu'on appelait chaque famille, puis un petit enfant. Et puis je me souviens, ma maman a dit « Oh !» Quand on a appelé Patrick, Harry, elle a dit « Oh, un petit blond !» C'est vrai, c'est bien blanc, ça. C'est vrai. Oui, elle a dit, oui, ça m'est resté dans la tête. « Oh, un petit blond !» Puis on l'a vu arriver. T'avais une petite valise sans doute, un petit truc. Et puis on est rentré à la maison. Et tu vas voir, on va arriver au numéro 25, qui était la maison où tu habitais. Ah voilà, te voilà dans le jardin où on a joué. Ah, incroyable. Ça te Et rappelle les des escaliers choses que je descendais. Ah, tu vois? Monter, voilà, hop, on descendait. Et la maison, elle était aux fondations, c'est-à-dire au niveau de la terrasse, là. D'accord. C'était pas encore monté. Et alors les œufs de Pâques, tu t'en souviens des œufs de Pâques? C'était ici, alors? On en a cherché là, je crois. Je me souviens, oui, je descendais. Il y avait même une entrée à l'intérieur pour monter. Et alors, il y avait le plateau où tu... Et le plateau, oui, avec les tambours, les timbales. C'était de la joie et du bonheur. On n'en avait pas beaucoup, ça. Ben non. Pour moi, c'était des vacances, voilà. Que chez moi, c'était différent, il fallait travailler, il fallait m'occuper de mes frères, j'avais beaucoup de responsabilités, même en étant jeune, à ce temps-là. Ah, ouais. Et quand je suis arrivé ici, c'était un changement incroyable, j'étais heureux. Et puis en plus, profiter aussi de manger, c'était autre chose aussi, c'était pas le même, hein, pas du tout le même. Puis Fabienne qui est arrivée, qui nous donnait la main, qui ne me lâchait plus. Ah, ça a été chaud au cœur, hein, déjà, à ce temps-là. Moi, papa. Ah oui, maman m'avait expliqué. Tu sais, il est loin de Alors, son déjà, papa et de sa maman. D'être malheureux par là et être très heureux par ici, c'est une différence incroyable. Les souvenirs du séjour de Patrick, Fabienne les a précieusement conservés. Parmi eux, il y a les photos du goûter, offert un après-midi aux enfants de mineurs par le comité d'entreprise du journal L'Humanité. Là, il y a papa ici. Toi, tu ne serais pas là? Si, c'est moi. Ah, voilà, c'est bien toi. moi. Voilà, et vous aviez eu des sodas, des oranges, des petits gâteaux et des jouets, regarde. Ça, je me rappelle. Tu vois, là, il y avait une panoplie de menuisier, je pense, un tracteur. Oui, toutes sortes de jouets. Enfin, j'étais heureux, moi je voyais tout ça. Celle-ci, je trouve que c'est la plus belle, t'es avec papa. Oui, voilà quoi. Ah, je l'appelais Papa Georges. C'était Papa Georges. Oh. Lui, il était d'une famille de 6 enfants aussi, hein, où c'était pas riche du tout. Et donc, il savait ce que c'était de ne pas manger. Il s'était débrouillé tout seul à... Voilà, il comprenait à 11, 12 ans, notre il fallait misère, qu'il travaille. notre misère, oui, voilà quoi. Il était syndiqué, il était militant communiste. Oui, voilà, oui. Donc les luttes des travailleurs comme les luttes des mineurs, par exemple, il était très sensible à ça. Oui, assez intelligent, avec un cœur énorme, voilà, comme toi, et puis maman. Ah ouais. À Malakoff, comme dans toutes les cités communistes, l'entraide populaire se vivait comme une évidence. Des liens très forts subsistent encore entre Fabienne et la famille de Dolores Casado. Elle aussi avait accueilli dans son appartement l'un des 207 gamins venus du Nord-Pas-de-Calais. J'arrive. Bonjour Dolores. Bonjour Fabienne. Comment tu vas? On t'embrasse. Tu vas bien? Ça va et toi? Ben écoute, tu regardes, je te présente. Oh, Patrick. C'est Patrick, c'est mon petit mineur. Voilà, ta petite Josiane en grand. Avec 5 enfants à charge, Dolores et son mari Raphaël n'ont pas hésité à accueillir une fillette nommée Josiane. Il faut laisser la trace de ce que vous avez fait, vous les anciens. Mais oui, mais on ne l'a pas fait pour laisser les traces. Non, si, parce que les jeunes générations, ils ne savent pas tout ça. Les petits maintenant, ils vont apprendre ça. Puis qu'il y avait des gens comme vous qui nous recevaient et qui nous apportaient du soleil, des étoiles.
Ah oui, c'était... Eh oui. Franchement, donc, c'est... Il faut que tu témoignes. Comme maman Fabienne. C'est la mairie qui les a amenés, il les a fait venir, mais il fallait qu'ils dorment, qu'ils soient quelque part, parce que la mairie n'avait pas d'endroit pour faire accueillir Pour rassembler tous ces enfants. Mais je crois que la motivation, c'était l'entraide et la solidarité. Ils étaient en lutte. C'était les enfants de parents qui étaient en lutte pour garder leur outil de travail qui étaient les mines, là-bas. Et donc, par solidarité avec ces travailleurs... Quand les enfants ils sont venus, ils faisaient déjà... Ça faisait un mois de grève déjà. Un mois de grève, oui. Donc, ils avaient déjà plus rien. Il a été que 2 semaines ici, non? C'est pendant les vacances, c'est tout. Oui, c'était rien. Pour elle, c'était rien. On n'avait pas de raison, c'était normal. Dans cette France des années 60, les organisations chrétiennes se sont aussi portées au secours des mineurs. Au cœur des corons, des paroisses sont mobilisées et les évêques de Saint-Étienne, de Cambrai ou d'Arras appellent à la solidarité en faveur des grévistes. Dans le bassin stéphanois, Serge Fernandez, fils d'un militant communiste, a bénéficié avec son frère et sa sœur de la main tendue par les réseaux catholiques. Mon père était bien sûr impliqué dans cette grève, donc on ne le voyait pas beaucoup puisqu'il partait tôt le matin, il était sur les piquets de grève, il s'occupait un peu du ravitaillement sur les tracts, etc. etc. On avait quand même une certaine idée et habitude de la lutte. J'étais chargé avec mon frère et ma sœur, on pliait les tracts, on appelait. Alors j'en ai plié des tracts, on les pliait pour les mettre dans les boîtes aux lettres, c'était 29/7, on les pliait en 4. Serge, c'est l'histoire d'un petit coco, habitué des camps de vacances laïques, qui s'est retrouvé chez un curé, à Macla, un village à 50 km de Saint-Étienne sur les bords du Rhône. On était allé donc à la Fédération des laïcs, qui à l'époque chapeautait tout ça. C'est comme ça que je me suis retrouvé donc, dans un car partant pour Macla en 1963. Moi je savais que j'allais chez un curé, donc c'est vrai que c'est vraiment là, j'avais jamais mis les pieds ni dans une église, encore moins dans une cure. Là c'est vraiment le saut dans l'inconnu. L'inconnu qui a pris soin de Serge, c'est l'abbé Johannes Collard, un prêtre qui a vécu parmi les mineurs dans ses précédentes paroisses. C'est la découverte d'un monde tout à fait nouveau pour moi, avec une dame, la bonne du curé, mademoiselle Louise, qui nous accueille comme son enfant. Et très, très rapidement, je suis très à l'aise dans ce milieu-là. Je découvrais autre chose, quoi. Je découvrais qu'on pouvait vivre dans une grande chambre avec une salle de bain, alors qu'on n'avait pas de salle de bain à la maison, avec les toilettes dans la chambre, alors que les toilettes à la maison, elles étaient dans la cour. En plus, mademoiselle Louise, elle cuisinait très bien. Et donc, elle me faisait des petits repas. En plus, j'étais vraiment très chouchouté parce qu'il y avait la télévision. Et la télévision, je ne l'avais pas à la maison. Et je la regardais, je me souviens, je la regardais jusqu'à l'extinction des programmes qui étaient à l'époque à 11h du soir. J'étais comme un coq en pâte, quoi. Il avait un charisme et puis une douceur, enfin vraiment quelqu'un qui... On ne pouvait que l'aimer, cet abbé Collard. D'autres enfants de mineurs stéphanois sont hébergés à Macla, dans des familles mobilisées par l'abbé Collard. Serge va souvent jouer dans la ferme de Claudette, où son petit frère est accueilli. Pour la première fois depuis 55 ans, il va revoir cette fidèle paroissienne alors âgée de 28 ans. Oui. Voilà. Bonjour, je suis Serge. Oui, ben vous ne me reconnaissez pas, moi non plus.
C'est vrai que ça fait quelques années, donc on a bien changé. On a bien changé. Hein. Eh bien, asseyez-vous. Voilà. Le curé Collard, il m'a émis ce projet de faire venir des enfants de mineurs. Ça s'était fait très facilement. Les placements dans les familles, c'était centralisé par la Fédération des laïcs. Voilà. Là aussi, c'était là aussi, la preuve qu'il était très ouvert. Voilà, parce que exactement. il n'a pas demandé que ce soit des gosses cathos. Non. Hein. Il a pris les gosses des mineurs et puis point final. Hein. Tout à fait. Voilà. Oui. Oui. Non, c'est preuve qu'il n'avait pas des œillères. Ah, pas du tout, hein. non, c'était quelqu'un de très, très, très ouvert. Oui, il avait plein d'idées. Et puis, il prêtait sa cure à tout le monde. Il accueillait. Bon, il nous a demandé de porter des enfants. On n'a pas demandé ni ce qu'ils étaient. Bon, on a pris des enfants, hein, puis voilà. Les deux grands-pères français et espagnols. Dans le sud-ouest, Robert et Lynn vont bientôt arriver à Agen. Ils sont attendus par des familles sollicitées par les 19 amicales laïques du Lot-et-Garonne. À ce moment-là, les petits mineurs ne savent toujours pas ni dans quelle commune, ni dans quelle famille ils vont être reçus. Arrivé à Agen, je m'en souviens bien, on avait l'impression d'avoir été reçus par, il doit y avoir le maire, certainement, des personnalités qui ont fait un discours. Et on a été mis, on nous a fait asseoir, on a mangé, on a bu, il y a eu une collation, quoi. Et on sentait un petit peu le côté très, très, très solennel, quoi, et de réception. On était attendus, quoi. Et il y avait du monde. Et il y avait du monde parce que je pense qu'il y avait tous les cars convergeaient vers, les cars de la région convergeaient vers là, quoi. En arrivant, on nous dit les frères et sœurs, vous restez bien ensemble, bien groupés, vous ne vous séparez pas. Et là, ça m'a un petit peu intrigué. J'ai envie un peu de partir, un petit goût d'évasion. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai dit je ne vais pas vivre chez des personnes avec elles. Donc je me suis un petit peu écarté de mes sœurs. Et je me suis retrouvé avec monsieur et madame Papon. Robert n'est jamais revenu à Preissas. Chez Gilbert et Christiane Papon, le couple instituteur du village, dont le mari s'est transformé en animateur de colonie à temps complet. Madame Papon, Ah, je vous embrasse. oui. Quel plaisir. Merveilleux. Ah, Toute une histoire. Depuis tout ce temps. Tout ce temps. On a la même histoire, un bout d'histoire ensemble. Voilà, oui. C'est magnifique, vous avez fait quelque chose de beau. Oh, ben, c'était normal, c'était... Vous étiez jeune, mais on était jeunes. Il était très gentil, et on était très contents de l'avoir avec nous, et ça a été un plaisir. Monsieur Papon, je revois quelqu'un de souriant, de brun, les cheveux bruns, quoi, bouclés, très dynamique, très attentionné. Ouais. On faisait des jeux, mais je ne me souviens plus de quoi. Ça, Ah, mais il était très joueur, il aimait ça. Et après, vous ne ralliez pas, mais vous nous rappelez alors, il est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, oui. Ouais, voilà. Donc c'était vous qui sonnez l'heure, certainement, à l'époque, quoi. Parce qu'il était, je me souviens de lui, plus joueur que vous avec moi, quoi. J'ai une photo qui était un petit peu abîmée, là, mais enfin bon. Là, c'est monsieur Papon. Oui. Vous voyez que je reconnais Voilà, brun et bien frisé. là, moi je suis là. Et vous là, les cheveux châtain clair, vous voyez? Oui. Vous voyez, ça, je me Ouais. souviens bien, c'est ça. Et alors, est-ce que Attendez, je mets mes vous lunettes. reconnaissez, là? Je suis peut-être là. C'est ce que j'avais pensé, mais... Oui, c'est moi là. Ah, Et je non, suis vous- devant là. Et puis c'est mon attitude, ça. Hein. C'était une grève très dure, qui a duré longtemps, plusieurs semaines. Et bon, on se mettait un peu à leur place. Hein, et ça voulait dire qu'ils n'avaient plus de salaire. Déjà qu'avant, les salaires ne devaient pas être très gros. Et voilà, pour moi, c'était un problème humain, avant tout. Et cette solidarité-là venait d'une conviction politique ou d'un Non. élan de solidarité comme ça? Non, c'est simplement humain. Humain, oui, c'est ça. Ouais. À quelques kilomètres de là, la famille d'Outreluigne reçoit la sœur cadette de Robert. Regarde, si je récupère tout le verre, déjà c'est pas mal, on aura notre verveine. Comment il a appelé? C'est dans cette maison que Denise, Annie et Françoise vont partager leurs vacances de Pâques avec Lynn, dont elles vont s'occuper comme d'une vraie petite sœur.
Notre père était président des parents d'élèves et notre mère présidente de l'amicale laïque de Tonneins. En tant que responsable d'association, ils ont reçu des informations de la Fédération des œuvres laïques et c'est ainsi qu'ils ont accueilli Lynn. D'accord, donc c'est des gens, des militants actifs, vos parents. Oui, militants sociaux, pas politiques, mais des militants sociaux, pour aider vraiment les gens sur le terrain. Dont nous, toute notre vie d'enfant, on a par exemple collé des timbres sur des enveloppes de la Croix-Rouge. On était beaucoup dans une vie sociale tournée vers les autres. J'étais la petite dernière, beaucoup couvée par ma mère, et l'arrivée de Lynn, je la sentais comme une intrusion et une privation de ma mère. Je m'en rappelle, et c'était en moi, et j'ai un peu honte maintenant quand même, parce que cette enfant, elle avait besoin d'un foyer d'accueil, mais je ne voulais pas que ça dérange notre petit cocon familial. Hello Lynn. Et bonjour. Comment ça va les filles? Ça fait plaisir de te revoir. Et moi, Lynn. C'est pas possible. Tu ressembles à ta maman. Oui. Ah, normalement, c'est Annie. Mais non, c'est toi. Ah oui. Ça va? Et oui. Et pourtant, moi, on me disait que je ressemblais à Alors, c'est super de se retrouver. Bon, on aurait préféré avant avec maman. Ah ouais, mais je l'ai vu, c'est déjà beaucoup. Voilà. Oui. Je n'ai aucun repère. Pendant des années, Lynn a cherché à revoir sa famille d'accueil. Mais la fillette avait perdu leurs traces et oublié jusqu'à leur nom. Ce n'est qu'en 2003 qu'elle a réussi à retrouver Yvette et ses 3 filles. Est-ce que tu veux un café? Allez, on va boire un thé, un café. Un café. J'ai ramené une photo, je crois que ta maman même m'avait habillée. Je suis habillée comme vous. Oui. Elle t'avait fabriqué une petite robe. Mais maman, je ne sais pas, en 15 jours, elle t'avait fait une petite... comme elle cousait, elle t'avait fait une petite robe et la veste tricotée, voilà. Tu vois, j'ai retrouvé le journal. Alors là, c'est moi, là, c'est mon jeune frère et là, c'est ma sœur aînée. Alors le comble du problème, là, c'est que moi, j'avais pas de place. Elle m'a dit, ta maman. Ça nous suit. Et comme elle avait personne, malgré qu'elle ait 3 filles, eh bien, elle m'a pris. Non, elle n'est pas la maman. Ah oui? Oui, elle m'a raconté ça, ta maman. Ah bon? J'ai tout gardé de votre maman. Et elle me met toujours un petit commentaire, parce que cette dame, c'était quand même un écrivain aussi. Hein. Oui. Ça se voit qu'il y a des filles instruites et... Avec la petite Lynn devant notre première voiture, nous n'étions pas riches, mais il y avait du cœur. C'est ça. Je n'ai pas changé, tu trouveras toujours le même accueil. Je sais que j'ai été aimée, j'ai été bien entourée. Malgré que je ne voulais pas quitter le foyer. Mais je sais que j'avais été heureuse ici. Alors c'est plus près, j'ai raison. C'est là. Tu vois? Avance. Voilà. Là, t'es pas mal. 55 ans après, il me manque le chapeau. Vous l'avez, les filles? Non. Voilà, on n'a pas gardé les chapeaux chinois. Pendant que les enfants de mineurs se distraient, loin du conflit, leurs parents, au bout de 5 semaines de grève, ont enfin fait plier le gouvernement. Les mineurs obtiennent 6,5% d'augmentation immédiate, la 4e semaine de congés payés. Le gouvernement s'engage à reconsidérer les salaires en septembre et à ouvrir des discussions sur la durée du travail et l'avenir de la profession. Mi-avril sonne la fin du séjour mémorable des 23 000 enfants dans leur famille d'accueil. Il y a des petits oiseaux qui chantent. Oh, c'est beau ça. Pour Fabienne et Patrick, la séparation est un déchirement. Le petit garçon imagine alors des adieux inoubliables. Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. Je suis rentré, puis monsieur le curé était dans le fond. Puis j'ai venu le voir. J'ai dit, je voudrais bien me marier avec Fabienne. Pour la calmer, parce qu'elle pleurait. Elle ne veut pas que je reparte demain. Alors pourriez-vous nous marier? Et puis au moins, je pourrais dormir avec. Comme ça, elle sera bien réconfortée. Et il m'a dit oui. Il m'a répondu oui. On va faire ça. Moi, je ne suis pas venue voir le curé avec toi. Tu étais tout seul. Moi, je pleurais à la maison. Ouais. Et puis, tu es revenu et tu as dit à maman,
que le curé avait dit qu'on était mariés, que maintenant on pouvait dormir dans le même lit ce soir. Voilà. Et que le curé était d'accord. Alors maman, elle a accepté qu'on dorme dans le même lit. Ouais. Et cette nuit-là, on a dormi. Moi, je m'en souvenais pas, mais toi, tu t'en souviens. Voilà. On a dormi dans le même lit. T'étais consolée. Et j'étais consolée, exactement. Voilà. Oh, c'est... Et ça a fait rire beaucoup nos mamans après. Je pense que oui. Oh, oui, elles ont dû rigoler. Oui, le jour du départ, c'est quoi votre souvenir, Patrick? Ouah, là, c'était très dur. Là, c'est moi qui... Si je ne me trompe pas, que j'avais pleuré un peu. Enfin, j'avais un gros chagrin de l'abandonner, quoi. Pas l'abandonner, mais de ne plus le voir pendant un moment, quoi. Et je dis toujours, je reviendrai. On était mariés, je reviendrai. J'ai dû oublier le souvenir du départ parce que c'était plus drôle de garder le souvenir du séjour, tu vois. Ça devait être ça. Même quand on est arrivé à la maison, j'ai toujours pensé à tout. Enfin, pensant qu'un jour ou l'autre, je repartirai, je reviendrai. Ça n'a pas pu se faire parce que maman, comme je vous dis, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, elle m'a dit, ça se fera un jour, qu'elle m'a dit. En me consolant aussi. J'ai toujours attendu. Jusqu'aujourd'hui. 55 ans après. Dans cette histoire de solidarité, il y a ceux qui ne se sont jamais revus, ceux qui ont mis une éternité à se retrouver, et puis ceux qui ne se sont jamais quittés, comme la famille des jumeaux et celle de Josiane. Leur relation va se renforcer 3 ans plus tard, en raison d'un événement dramatique qui frappe la famille de la fillette. La chose prend une dimension probablement encore plus forte au décès du papa en 1966, dans un accident de mine. Et mes parents ont tenu à ce qu'on participe à l'enterrement. Et c'est vrai que c'est un enterrement qui s'est passé en hiver à Saint-Étienne avec des centaines de mineurs en tenue. Et voilà, c'était très très impressionnant pour les jeunes gamins que nous étions, quoi. Ma maman a dit, il faut absolument qu'on se voit plus souvent, il faut absolument qu'on resserre les liens, etc. Ça resserrait de façon très 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 forte les liens, notamment, et ça c'est des choses probablement assez secrètes pour nous, les liens entre Madame Mounier et ma maman. Les Mattray et les Mounier ne se sont plus jamais quittés. C'est ici, dans cette maison, que la famille d'accueil a toujours reçu la famille de mineurs pour les vacances scolaires de leurs enfants. Quand mon mari s'est fait tuer, les parents Mattray m'ont beaucoup assisté. Ils t'ont soutenu. Et ils sont venus me chercher le premier Noël. Ils sont venus nous chercher avec la 404. Je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. Ils m'ont vraiment... Enfin, j'ai senti que j'étais vraiment entourée par eux. Bah, ils ont plus fait que beaucoup d'autres de la famille. Enfin, Que l'essentiel de la famille, ouais. Oui, c'était un soutien pour toi, Madame Mattray. Ah ben oui. Une confidente aussi un peu? Un peu, oui. Je disais à Madame Mattray ce que je ne disais pas à certaines autres personnes. À personne d'autre, oui. C'est vrai. Mais cette maison, c'était moisi quand même. Il fallait vraiment qu'on soit bien ensemble pour trouver vraiment, que cette maison était bien, hein, parce qu'honnêtement, c'était quand même Et là, spartiate. Le combi. Ah ouais, mon père n'a jamais eu rien d'autre comme utilitaire qu'un combi. Hein. Là, on le voit mieux. Ouais. Donc c'est 78, c'est un week-end parce qu'il y a le combi. Ah ben celle-là, elle est célèbre. Celle-là, elle est célèbre. Celle-là, on se rappelle tous de celle-là. On l'a tous, celle-là. Bah ouais, le mariage de Josiane. Voilà. Ben, c'est un de vous deux. Là, je suis pas sûr. Et là, on retrouve plus nos bassines. Non, il n'y a plus nos baquets pour prendre nos bains. Les bains, là, avec la lessiveuse, ouais, d'eau chaude à côté. Ouais. Ouais, c'est que des bons souvenirs. Les baquets et les toiles cirées avec les parasols avec du les bistrot. parasols, ouais. On était bien quand même, faut le dire. Hein. On était quand même pas mal. On a bien rigolé. Il y en a eu du monde dans cette maison. Il y en a eu du monde. Ouais. C'est les souvenirs d'enfance, j'ai envie de dire. Oui. On a d'autres souvenirs, bien évidemment, mais c'est les souvenirs de notre enfance, quoi. Enfin, il y a une chose qui nous a marqué, ma sœur et moi, c'est qu'en fait, on n'a jamais vu Madame Mattray se lever ni se coucher. C'est des moments qu'on ne connaît pas d'elle, en fait. On l'a toujours retrouvée active, en train de faire quelque chose. Moi, je pense fondamentalement que ma mère, elle s'est éclatée à faire ça.
Oui, bah oui. Qu'elle y a pris un plaisir. Je veux dire, c'était pas une sainte. Tu vois, elle faisait pas ça ni pour son plus, parce que c'était son plaisir absolu, c'était de le faire. Donc elle l'a fait avec un plaisir permanent. Elle s'est jamais forcée à faire ça. C'était vraiment comme ça qu'elle se sentait bien. Ah, ils avaient trop le cœur sous la main, quoi. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'on choisit dans sa vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des choses qui étaient probablement inscrites très très fortes dans notre éducation pour qu'on se retrouve quelques dizaines d'années plus tard, tous les deux dans des mouvements d'éducation populaire qui sont très très liés à ces histoires de solidarité. Voilà. J'ai continué dans ce militantisme, cette solidarité qui est née dans la famille, parce que je suis née dans ce creuset-là, et évidemment, j'ai poursuivi. Je pense que je dois beaucoup à l'abbé Collard et à ces 15 jours que j'ai passés dans cette cure. Ça, je suis persuadé. C'est vraiment une empreinte dans ma vie quand même. J'ai reçu une part de vous, de mes parents, et puis de vous, même si c'était 15 jours, c'était quand même 15 jours de mes 9 ans que je me souviens. Malgré tout, ça nous a marqué inconsciemment, parce que c'est vrai que moi, toute ma vie, j'ai plutôt été du côté des mineurs que du côté du patronat qui les écrase. Il y a eu Monsieur Tout-le-Monde, c'est le côté populaire de ce mouvement qui a fait douter. C'était le premier recul de Gaulle. C'était la naissance de quelque chose qui allait être quand même très puissant et qui a compté pour les événements de 68.